Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission. Aujourd'hui, nous allons discuter de l'excision et nous recevons sur ce plateau des invités qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Mesdames, Messieurs les invités, merci d'être venus et bienvenue sur ce plateau. Nous allons tout de suite vous proposer de suivre un sketch. Venez, madame. Toutes mes félicitations, c'est un garçon. Et ma femme, ça fait plus de 2 heures que nous passons, toi, ma belle-mère et moi. Patientez encore. Venez. Pas vous, mais la dame. Elle ne connaît vraiment rien, ces femmes-là. C'est quoi? Venez, monsieur, votre femme vient d'accoucher. C'est une fille. Encore? Mais on s'attendait à un garçon. Vraiment, c'est pas la peine. Mais, quel souci? Sa femme vient tout juste d'arriver là. C'est quoi? Mais elle n'a pas les mêmes problèmes que votre épouse. Écoutez, vous n'avez pas dit que vous vous occupez plus des femmes, des riches que celles des pauvres, non? Si jamais que je suis allé à ma femme, vous êtes responsable. Regardez-moi ça. Calme-toi, Christian. Tu veux me calmer? Les sages-femmes font leur travail. Comment je vais me calmer dans S'il ces vous conditions? plaît, monsieur, calmez-vous. Ah! Votre épouse souffre des séquelles de l'excision. Vous comprenez maintenant pourquoi l'excision est bannie? Quoi? Vous voulez me dire que toutes les femmes qui viennent accoucher ici ne sont pas excisées? Si, et Alors? la plupart d'entre elles rencontrent les mêmes problèmes, sauf celles qui ne sont pas excisées comme la femme du monsieur. Excusez-moi, c'est vous, monsieur Traoré? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Votre femme vient d'être transférée au bloc opératoire. Veuillez patienter. C'est si grave que ça? Nous ne pouvons rien vous dire pour le moment, puisqu'elle a perdu beaucoup de sang. Votre femme manque de sang. Et notre stock est épuisé. Ne pas descendre dans les cliniques non plus. Je vous en prie, docteur, sauvez ma fille. Du courage, madame. Nous faisons tout notre possible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il nous faut du sang pour le prévenir. Du sang. Je suis sa mère, prenez mon sang. Le mien aussi. Je ne sais pas si vos groupes sanguins se correspondent, mais suivez-moi. Nous sommes désolés, vos sangs ne correspondent pas. Docteur, il n'y a pas autre chose à faire? Non, ce sont les conséquences de l'excision. Nous sommes désolés. Ma fille! Après avoir visionné cette cassette, quelle est votre réaction? On a constaté que celle qui n'est pas excisée est accouchée plus facilement que celle qui a été excisée. Et elle, d'ailleurs, elle n'a pas eu la chance. Donc, elle est décédée au cours de l'accouchement. Et là, moi, je dirais ça, c'est un problème réel pour dire que
cette situation peut arriver chez une femme qui est excisée et au cours de l'accouchement, elle peut mourir, surtout si l'accouchement se fait en tout cas dans un coin très éloigné d'un centre médical. J'aimerais dire, au lieu de voir des êtres qui nous sont chers disparaître comme ça à cause de notre faute, c'est mieux d'arrêter cette pratique. C'est vrai que tout le monde est appelé à mourir, mais il ne faut pas être la cause de la mort de quelqu'un. Donc si on peut arrêter de tuer les gens de cette façon-là. Qu'est-ce que l'excision en fait? L'excision fait partie des mutilations génitales féminines et elle consiste à l'ablation du clitoris. Et là, on peut parler de l'excision du 2e degré parce que les grandes lèvres sont là. Et c'est les petites lèvres et puis le clitoris qui sont absents. Et nous avons un 3e degré qui est l'ablation du clitoris, des petites lèvres et des grandes lèvres. Et il y a un 4e degré qui est l'ablation du clitoris, des petites lèvres, des grandes lèvres, suivi de sutures des 2 berges. Quelles sont les raisons avancées pour la pratique de l'excision? Quant aux différentes raisons avancées pour pratiquer l'excision, c'est surtout le clitoris qui est attaqué. Parce qu'on dit que le clitoris contient des vers, donc il faut enlever le clitoris. Et le clitoris tue l'enfant à la naissance, donc il faut l'enlever. Et le clitoris rend l'homme impuissant. Donc vous voyez, et c'est différentes raisons avancées. Mais il faut se dire aussi que ces raisons, on peut les contredire. Parce que le clitoris, c'est un organe vivant de la femme, si je peux le dire ainsi. Parce qu'un organe vivant ne peut pas contenir des vers. Il faut qu'il y ait putréfaction, alors que le clitoris est vivant. Et le clitoris, je dis c'est vivant, donc je ne vois pas en quoi ça peut rendre l'homme impuissant. Nous, au Cameroun, on ne connaît pas ça. On ne pratique pas l'excision chez nous. Et je vois aussi que les hommes sont puissants, ils sont pas impuissants, donc ça c'est pas une vraie raison, c'est pas valable. L'autre raison avancée, c'est par rapport à la virginité de la fille, à la fidélité de la femme. Et par rapport à cela, je dirais que par rapport à la virginité, en fait, une fille qui n'est pas excisée peut être vierge et même fidèle à son mari. Parce qu'à ce niveau, c'est une question d'éducation. Parce qu'on connaît des filles qui ne sont pas excisées, mais qui sont très correctes. Et par contre, on connaît des filles aussi qui sont excisées, mais qui ne sont pas correctes. Donc, vous voyez, ça veut dire que les différentes raisons avancées, c'est des raisons qui ne tiennent pas. Les raisons sont surtout socioculturelles. Parce que je sais que chez moi, dans le Naouri, une femme qui n'est pas excisée ne peut pas avoir des funérailles. Elle pensait que c'était un passage obligatoire pour être femme. Malgré toutes les douleurs, malgré les inconvénients, elle préférait être excisée. Donc vous voyez, c'était une notion de dignité dans la société. Nous constatons actuellement que les jeunes sont de plus en plus engagés. Il y en a qui disent même « je veux une fille qui n'est pas excisée ». Et au-delà de ça, ils disent qu'en tout cas, si je me marie et que j'ai des filles, en tout cas, ces filles ne seront pas excisées. Donc, on peut se dire que quand même l'espoir est permis. Est-ce que la Bible en parle? Dieu, quand il a créé le monde, il avait tout créé. Il a créé l'homme et la femme. Il a vu que tout était parfait. Il n'y avait rien à retrancher, rien à rajouter. Donc, ce n'est pas nous maintenant, parents ou grands-mères, qui devons enlever ce que Dieu a créé chez la femme. C'est vrai, parce que quand Dieu avait donné un fils à Abraham, il a parlé de la circoncision. Mais on ne voit pas quelque part dans la Bible, nulle part il est écrit
d'amener la petite fille et puis exciser, enlever certaines parties que Dieu a créées. Donc si ça nous cause des problèmes aujourd'hui, ça c'est des choses que nous-mêmes nous avons inventées, donc c'est mieux de laisser tomber. Quelles sont les conséquences même de l'excision? Parce qu'on sait qu'en tout cas, c'est parce que c'est néfaste qu'on lutte contre cela. Quelles sont les conséquences donc? Je suis très heureux que vous me demandiez quelles sont les conséquences et que vous ne demandiez pas les avantages, parce qu'il n'y a aucun avantage à couper le clitoris. C'est un organe comme les autres organes de la femme et c'est un organe qui a son rôle. Il intervient dans la sensation pour les rapports sexuels, il intervient lors de l'accouchement pour permettre un passage facile de la tête fœtale du vagin à l'extérieur. Alors donc, c'est une erreur que de l'enlever. L'enlever, en fait, complique les choses. Et les complications se situent à 3 niveaux. C'est-à-dire, immédiatement ou pendant l'excision, c'est une blessure. Le premier signe de la blessure, c'est quoi? La douleur. De cette blessure va découler une conséquence grave, c'est l'hémorragie. L'hémorragie qui peut entraîner le choc, c'est-à-dire la baisse de la tension, et si on intervient, la fille ou la femme meurt. Il peut y avoir aussi une rétention d'urine. Pourquoi? Parce que la fille, elle a mal. Et vous savez que quand les urines touchent une plaie, ça brûle. Donc, par réflexe, pour ne pas avoir mal, elle ne va pas uriner. Et ça entraîne une rétention d'urine. Mais il peut, à l'inverse, avoir une incontinence urinaire. J'ai reçu 2 jeunes filles qui avaient 17 ans. Et ces 2 jeunes filles perdaient des urines en permanence. Et pourquoi? Parce que l'exciseuse, qui était une malvoyante, a enlevé le muscle qui ferme la vessie. Hein? Donc, qui ferme la partie terminale de la vessie qu'on appelle l'urètre. Et donc, les urines coulaient en permanence parce qu'elles ne pouvaient plus être retenues. Donc, ça, ce sont les conséquences immédiates. Mais c'est quand on coupe, il y a le sang, j'ai dit, il y a l'hémorragie. Dans le sang, il y a certains microbes qui sont, plus particulièrement les virus. Virus du sida et virus de l'hépatite B. L'autre fois, l'excision se pratiquait avec le même instrument pour toutes les filles. Que ce soit un couteau, une lame de rasoir, ou alors même des tessons de bouteille, des tiges de mil laminées, des morceaux de canaris, des hachettes. Et c'était le même instrument qui servait pour toutes les filles. Évidemment, si une avait une maladie virale dans le sang, cette maladie était transmise aux autres. Les exciseuses ont voulu minimiser la chose en disant « Maintenant, nous changeons de lame ». On change de lame, mais ce sont les mêmes doigts. C'est ça. Et le sang, il entre dans les ongles, il reste collé aux doigts. Et on peut le passer aux filles qui viennent après celle qui a été excisée la première. Donc, c'est pour vous dire que pendant l'excision, il y a possibilité de transmission du VIH. Donc, possibilité de développer plus tard le sida ou l'hépatite B. Il y a aussi le tétanos et puis, je ne sais pas, d'autres... Oui, le tétanos, parce que le tétanos, c'est un germe qui se trouve dans la terre. Or, les exciseuses pratiquent les filles couchées souvent sous des arbres, hein, traditionnellement sous des arbres, donc dans la terre. Elles posent leurs instruments sur des pierres qui sont couvertes de poussière. Hein? Et parfois, quand il y a hémorragie, elles ramassent de la terre qu'elles mettent sur la plaie. Alors, donc ça, c'est une inoculation directe du tétanos. Il y a aussi dans certains couples qui vivent des difficultés, simplement parce que la femme a été excisée. Et puis au niveau des rapports sexuels, en tout cas, il n'y a pas de satisfaction de part et d'autre. Et on sait que c'est l'une des conséquences aussi de l'excision. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus aussi? Tenez, regardez sur cette photo. Cette fille a les lèvres complètement collées.
Elle a les grandes lèvres et les petites lèvres complètement collées. Le vagin n'a pas d'orifice. Imaginez-vous qu'un jeune épouse cette fille-là et qui vient à découvrir ça, l'infirmité après le mariage. Vous imaginez tous les problèmes qui en découlent. Par ailleurs, ce n'est pas toujours que les lèvres sont aussi collées. On peut avoir un accolement à minima, laissant un orifice vaginal, mais très réduit. Alors, pour les rapports sexuels, il faut que l'homme force et s'entraîne des douleurs. Cette femme-là, elle n'a pas de jouissance. Par ailleurs, le clitoris n'étant plus, l'organe de jouissance a disparu, donc la femme, elle reste frigide. Or, il est vrai que les rapports sexuels, le but final dans un couple, c'est pour avoir des enfants. Mais il y a le plaisir aussi qui compte. S'il n'y a pas de plaisir, vous comprenez? C'est de là que viennent les querelles de minuit souvent. Oui. Ouais. Est-ce que, docteur, par exemple, une femme qui a eu, comme sur la photo, le clitoris n'est plus là, est-ce qu'au niveau des rapports sexuels, il n'y a pas d'autres zones de sensibilité? Si la femme, elle a plein de points sensibles, mais pour atteindre l'orgasme, c'est surtout le clitoris qui joue un rôle essentiel. Il semble que la plupart des femmes excisées passent par des accouchements difficiles et ça peut souvent conduire à la mort même. Effectivement, parce que quand le clitoris existe, quand la tête de l'enfant arrive, le clitoris a la forme d'une tente indienne, comme j'ai l'habitude de le dire. Et quand la tête de l'enfant arrive pour sortir, il fait comme ça. Et il s'ouvre complètement comme ça. Et il appuie sur la nuque de l'enfant pour bien fléchir la tête pour lui permettre de sortir. Mais quand la femme a été excisée, cette dent indienne n'existe pas, alors vous avez quelque chose comme ça. Et ça ne peut pas se distendre. La tête arrive, elle ne peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? Elle bute contre le mur et l'enfant, qui a une tête très fragile, va souffrir et va finir par mourir. Ou alors, il sort et il est idiot. À l'école, il n'arrive pas à progresser. Chez la femme, la tête force pour sortir parce que l'orifice ne suffit pas. Et vous voyez, regardez chez cette femme, vous voyez qu'elle a une déchirure en haut et en bas, au niveau de l'orifice vaginal, avec une hémorragie importante. Hémorragie qui peut aller jusqu'à lui entraîner le choc et la mort. Si bien que une femme excisée qui a une réduction importante de l'orifice vaginal est disposée à faire des déchirures hémorragiques qui sont très dangereuses lors de l'accouchement. Mais est-ce qu'il y a encore d'autres conséquences peut-être dont nous n'avons pas parlé? Oui, beaucoup de conséquences, telles que par exemple, regardez chez cette petite fille, les séquelles qui ont poussé comme un chou-fleur au niveau des lèvres, c'est ce qu'on appelle la kéloïde. Oui. Sans oublier aussi les troubles psychologiques qui en fait sont la traduction de la révolte de la femme frustrée dans sa dignité. Et sur le plan psychologique, cette femme, elle se sent complètement bafouée. On lui a enlevé un organe sans son avis, un organe qui lui est utile, un organe dont elle a besoin. Et cela, on le lui a imposé. Donc, elle se révolte contre la société, ses parents, les hommes. Et si en plus, en se mariant, elle n'arrive pas
avoir satisfaction dans ses instincts de femme. Si elle n'arrive pas à avoir des enfants, alors, parce que l'infection, en s'étendant de l'orifice vaginal, de la plaie, jusque dans les trompes, elle peut entraîner la fermeture des trompes et cette femme devient stérile. Elle ne peut plus avoir d'enfants. Alors donc, vous voyez, il se crée en elle un sentiment de révolte. En conclusion, je leur ai dit, vous avez bien fait de me demander les conséquences de l'excision, car elle n'a que des conséquences néfastes, mot juste que vous avez utilisé tout à l'heure. Et il est temps que tout le monde comprenne que l'excision doit être bannie. Non pas seulement abandonnée, mais bannie. Mais pour un cas comme celui-ci, est-ce qu'il y a une solution? Bien sûr, il y a une solution. C'est une infirmité qu'on peut rattraper. Oui. On a eu quand même un jeune couple dont la fille avait ce problème. Et quand on les a référés au docteur, bon, il y a eu la réparation. Et par la suite, la femme a pu accoucher. Et en son temps même, elle est venue pour nous montrer son bébé. Mais quand le docteur a parlé des réparations, j'ai perçu en tout cas que c'est possible de réparer de sorte que la femme puisse avoir des enfants. Mais au niveau de certains aspects, notamment le plaisir et tout ça, est-ce qu'à ce niveau aussi, c'est remédiable? Effectivement, quand le plaisir est aboli par rétrécissement exagéré, transformant le plaisir en douleur, quand on arrive à élargir l'orifice vaginal, la femme, elle peut récupérer tant soit peu le plaisir. Parce que si la femme souffre au cours des rapports sexuels, le mari, lui, il ne peut pas rester indifférent quand même. Oui. Lui-même, il peut à la limite être traumatisé aussi. Bien sûr. Le docteur nous a parlé de certaines filles qui ont subi un choc psychologique suite à la pratique de l'excision. Pour une telle fille, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Si ça a été fait, il faut pardonner à la personne ou à ses parents qui nous ont fait subir ça, à ceux qui nous ont incisé. Je crois que c'est le pardon qui peut nous libérer. Même au niveau des rapports sexuels, si on a vu qu'on était incisé, puis dans le couple, on a des problèmes des rapports sexuels, et qu'on arrive à pardonner à ceux qui nous ont fait ce tort, je pense que Dieu il est puissant pour... Puisqu'il est le créateur, pourquoi ne pas... Si le docteur arrive à recréer ce que Dieu a créé, pourquoi Dieu même ne va pas recréer? Et comme on le dit, il y a des parties aussi sensibles chez la femme qui peuvent la faire jouer. Il y a aussi des jeunes qui se sont mariés sans savoir ce qu'il en était de la femme. Il y en a qui se sont mariés, ils ne savaient pas que la femme a été excisée. Ou même s'ils savaient que la femme était excisée, ils ne savaient pas quel est le degré. Et qui se sont retrouvés dans des problèmes dans leur vie de couple. Je ne sais pas, à ces jeunes aussi, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Madame Damtounda. Moi, je pense que tout peut se faire dans la prière et puis dans la communication, en discutant ensemble, et puis on peut chercher la solution ensemble. Et comme Madame Cuny l'a dit, chercher des points à partager, se partager des points sensibles, et on peut y arriver. Et c'est peut-être aussi aux jeunes, avant de se marier, je ne dis pas à ceux qui se fréquentent seulement, mais quand on est fiancé, peut-être d'en parler déjà, que le conjoint, le fiancé sache par exemple que sa fiancée a été excisée et qu'en tout cas, il ne soit pas surpris s'il y a des problèmes. Comme ça, s'il est prévenu, il sait qu'en tout cas, il y a différents degrés, il peut avoir des complications et lorsque le problème va se poser, qu'ils puissent ensemble résoudre le problème. Parce que si le monsieur est fâché alors que la fille elle-même elle est victime, ça complique davantage la situation. C'est vrai que pour nous Africains, c'est pas évident d'en parler, surtout quand on est dans des relations comme ça et qu'on n'est pas encore marié, on est un peu gêné. Mais je crois qu'il y a quand même lieu de préparer les choses pour ne pas en tout cas avoir des surprises désagréables. Je crois que pour la femme excisée, ça prend un peu plus de temps. Pour le plaisir, mais que les hommes soient encore là, un peu plus patients
plus avisés et peut-être chercher à découvrir les autres zones de sensibilité. Bon, je vais dire aux couples qui luttent par exemple avec ce problème-là, au lieu de se créer des conflits, de se discuter tout le temps, c'est mieux aussi d'aller chercher le conseil d'un médecin ou professionnel. Et puis on peut peut-être ajouter aussi que la vie de couple, c'est un tout. Ce n'est pas seulement l'aspect sexuel ou plaisir sexuel. Je crois qu'il y a quand même d'autres aspects, en tout cas qui font qu'en général, un couple décide de vivre ensemble, de rester ensemble et de faire face à certaines difficultés. Donc quand même on est en face de cette épreuve qu'est l'excision, je crois qu'il faut peut-être avoir d'autres motifs de satisfaction, ne pas tout de suite se précipiter pour chercher d'autres solutions qui ne sont pas les meilleures, en voulant tout de suite changer de partenaire ou bien je ne sais pas moi, ce n'est pas forcément la solution. Il ne faut pas que les victimes de la pratique de l'excision, porteurs de séquelles, s'inquiètent et se renferment dans leur mal, qu'elles viennent vers nous. Là, ça nous encourage en tout cas pour celles qui ont des problèmes, en tout cas de se référer au centre spécialisé pour avoir de l'aide. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. À nos invités également, je vous remercie. Merci au docteur Akochanga, à Madame Toé et à tous nos invités d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci et à la prochaine. Pour nos téléspectateurs, je vous invite à nous écrire à l'adresse qui sera affichée sur l'écran si vous avez des questions. Merci et à la prochaine. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Nous vous proposons aujourd'hui de discuter sur l'importance de la scolarisation des filles. Comme vous le savez tous, en Afrique, le problème de scolarisation se pose en général, mais de façon plus cruciale pour ce qui est des filles. Et donc, nous allons ensemble essayer de discuter autour de cette question. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Une des raisons qui revient souvent quand on parle de la scolarisation des filles, c'est que les parents disent « bon, c'est l'enfant d'une autre, elle sera à une autre famille et donc vraiment on ne veut pas investir ». Bon, personnellement, je pense que ça c'est une vision, je dirais erronée et même qui n'est pas juste à l'endroit de la fille. Surtout quand on sait que c'est ton enfant. Ce n'est pas à une autre famille de s'investir dans la vie de ton enfant. Que ton enfant soit fille ou garçon, c'est quand même ton enfant. Et c'est d'abord à toi de t'occuper de ton enfant. Mais on se rend compte que les gens pensent que c'est, vu qu'elle va aller s'occuper d'une autre famille, de la belle famille notamment, bon, on ne va pas mettre beaucoup d'argent sur elle. On préfère miser, comme on le dit, sur le garçon. Et je pense que ça, c'est une attitude pas tout à fait juste. Oui, moi je trouve particulièrement que c'est une attitude qui n'est même pas juste. Et la preuve c'est qu'actuellement, de nos jours, je veux bien affirmer que les femmes qui sont allées à l'école, qui sont mariées, qui sont bien, s'occupent plus de leurs parents que les garçons. Tout à fait. Parce que je pense que l'ouverture d'esprit est tout à fait positive. Mais les gens se contentent de voir l'aspect négatif. Non, personnellement, la fille, tout comme l'homme, je veux parler de la petite fille comme le petit garçon. Être éduqué, c'est son droit. Et nous devons savoir ça d'abord. C'est son droit que d'être éduqué. Et par rapport à ça, nous devons dépasser maintenant tous les préjugés et aller vers la scolarisation des enfants. Je suis tout à fait d'avis que les enfants, filles et garçons, soient scolarisés au même titre.
C'est vrai que moi je pense aussi qu'en tant que parents, on doit prendre notre responsabilité, que ce soit une fille ou un garçon. C'est notre devoir de les mettre à l'école. On ne doit pas faire une distinction, quoi. On doit les mettre tous à l'école, quoi. Si on met le garçon à l'école et pas la fille, moi je crois que c'est une fuite à une responsabilité aussi envers la fille, quoi. J'ajouterais même que c'est un mauvais calcul que les parents font des fois. Ils préfèrent envoyer le garçon que d'envoyer la fille. Alors que peut-être que le garçon n'a pas toutes les aptitudes. C'est pas parce qu'il est garçon qu'il est d'office intelligent ou qu'il est d'office capable de réussir. Donc souvent les parents, on peut faire un mauvais calcul en misant sur le garçon alors que peut-être la fille est plus intelligente et qu'elle aurait réussi. Donc c'est peut-être mieux de les mettre tous les deux à l'école, vu qu'on ne sait pas qui va réussir et qui ne va pas réussir. Et puis bon, de toutes les façons, je crois que quand on a des enfants, on ne s'attend pas forcément à tirer quelque chose de ses enfants. Ça, c'est même pas bon. L'essentiel, c'est que l'enfant soit bien, qu'il soit indépendant, qu'un jour il puisse se prendre en charge et qu'il puisse être utile à la société. Il y a un choix à faire. Quand il n'y a pas assez de moyens, les parents ont maintenant un choix à faire. Et le choix se porte sur le garçon parce que le garçon, naturellement, arrive beaucoup plus que les filles. Pourquoi le garçon arrive naturellement? Il arrive naturellement parce que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Il arrive parce que lui, il a le temps d'étudier. Voilà. La petite fille qui vient de l'école, tout de suite on l'attrape, c'est pour aller puiser l'eau, venir piler le mil, aller aider maman à faire la cuisine. Elle n'a pas le temps d'étudier. Par contre, le petit garçon, quand il vient de l'école, il cherche un coin, il cherche à manger et puis il prend son sac et il vit ses leçons. Pendant que la petite fille va aux occupations de la famille. C'est dommage, moi. Même en ville, si vous remarquez, quand vous mangez à table, quand il s'agit de débarrasser la table, mais tout le monde regarde la petite fille et jamais le garçon. Mais c'est ça. Donc je crois que c'est une mentalité, c'est une conception rétrograde qu'il faut combattre depuis la source jusqu'à maintenant. Même de nos jours, c'est comme ça. Oui, même moi, chez moi, c'est comme ça. Je suis parti une fois en Allemagne et on était à table pour la première fois. Et quand on a fini de manger, le monsieur et la dame étaient assises avec moi, ils bavardaient. Et le monsieur s'est levé, ramasser les assiettes, aller laver. Pour moi, c'était un scandale. Oui. Donc, c'est pour dire que c'est une question de mentalité. On accorde beaucoup plus de privilèges aux garçons qu'à la fille. Alors que si elle est suivie exactement comme le garçon, la fille est intelligente aussi, elle peut réussir. Les filles peuvent réussir comme les hommes aussi. L'expérience a montré maintenant que nous sommes autour de cette table. L'égalité a été vérifiée. Et puis, on ne peut pas dire, en tout cas, il n'y a pas d'études scientifiques ou bien d'études sérieuses qui prouvent que, en tout cas, l'intelligence a quelque chose à voir avec le sexe. Je crois que l'intelligence n'a rien à voir avec le sexe. C'est peut-être le suivi qu'on fait des enfants. Bon, on trouve des garçons très intelligents, on trouve des filles très intelligentes aussi. Mais maintenant, au niveau de la scolarisation, effectivement, on se rend compte qu'il y a une déperdition scolaire. Ça veut dire que les filles, très souvent, arrêtent très tôt leurs études. Et ça, c'est dû à ce qu'on connaît tous, hein, c'est les problèmes de la société. Et comme Mme Ouedraogo l'a dit, elle n'a pratiquement pas le temps de s'occuper, de relire ses cours, de faire des recherches. Il faut qu'elle aide sa maman, il faut qu'elle balaye la cour. C'est vrai que ce sont des choses qu'elle doit apprendre en tant que fille. Nous sommes tout à fait d'accord. Mais il ne faut pas que ça soit un obstacle à ses études. Et ça nous amène aussi à dire qu'il faut que les parents soient vraiment très attentifs dans le suivi de l'éducation de leurs enfants. Quand on est mère de famille ou père de famille, c'est à nous-mêmes de jouer notre rôle. Ce n'est pas à la fille d'être la maman et de faire tous les travaux. La maman fait ce qu'elle a à faire. Et l'enfant, c'est quand même un enfant. Et de toutes les façons, nous, on n'a pas le droit de dire, comme il n'y a pas les moyens, on va choisir. Si on a fait les enfants, eh bien, on se débrouille, comme on le dit, pour vous trouver les moyens pour s'en occuper jusqu'à la fin. Mais si on va en arrière, dans le temps, l'école n'était pas payée. C'était pas payant, la scolarité n'était pas payée, c'était gratuit. Mais dans les villages, les filles étaient destinées au mariage, elles étaient destinées aux travaux champêtres, aux travaux ménagers. On ne payait pas l'école. Ça veut dire que c'était un choix délibéré. C'est une mentalité, une question de mentalité, c'est tout. Oui, mais je crois que les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Les parents ont commencé à prendre conscience qu'il faut envoyer les filles à l'école et le principal obstacle reste la scolarité. Alors, moi,
Je soutiens ce que j'ai dit. Je ne dis pas que les hommes sont plus intelligents que les femmes. Quand on m'a dit ça, ça m'a fait sourire parce qu'effectivement, je faisais une enquête où je voulais former les filles en électronique, orientée vers la maintenance audiovisuelle. Mais il y a des gens qui m'ont dit clairement la femme n'est pas suffisamment intelligente pour faire ce métier. Mais je ne rejoins pas ces gens. En tout cas, nous sommes très contents de savoir qu'il y a des hommes en tout cas qui sont tout à fait pour la scolarisation de la fille. Même si le but principal de la scolarisation n'est pas forcément de trouver un emploi, on peut se dire même si on ne trouve pas d'emploi, alors que la fille est scolarisée, elle peut aider vraiment beaucoup dans son foyer. Par exemple, quand il s'agit des charges de la famille, je veux parler du budget par exemple, elle sait qu'il faut suivre, on ne dépense pas n'importe comment parce qu'on a l'argent sous la main, elle sait suivre et puis peut-être même tenir un cahier ou bien, en tout cas ça ne sera pas anarchiquement qu'elle va gérer la famille. Elle sait qu'il faut être propre par exemple, elle sait qu'il faut garder ses enfants propres. Je ne suis pas en train de dire que les femmes qui ne sont pas scolarisées ne sont pas propres. Mais c'est tout simplement pour dire qu'avec l'école, ça nous encourage plus. Avec l'ignorance, si tu ne sais pas ce que c'est qu'un micro, tu ne vas pas le combattre. C'est ça, oui. Donc elles sont propres, c'est vrai, mais elles ne connaissent pas les conséquences des manques d'hygiène. Elles ne connaissent pas. Et même elle peut signer des papiers, elle peut lire des lettres. Pas forcément aller vers quelqu'un, parfois c'est un secret qu'on n'aimerait pas forcément que quelqu'un d'autre soit au courant. Mais toujours, il faut aller vers quelqu'un pour lire sa lettre. Donc, elle peut lire des lettres. Oui, c'est vrai qu'on raconte l'histoire d'une femme qui a eu à signer des papiers pour son mari qui était entrepreneur. Et on a amené le papier, on a dit, bon, madame, est-ce que vous voulez signer puisque votre mari n'est pas là? Alors qu'en fait, sa signature compromettait même le travail de son mari. Donc, vraiment, si elle était scolarisée, elle allait lire, elle n'allait pas signer n'importe comment. Il y a un problème aussi au niveau des femmes. Si aujourd'hui on faisait une enquête au niveau des filles qui ont abandonné l'école, on verra que beaucoup vont vous dire que c'est parce que je ne voulais pas. Et il faut tenir compte de tout ça. Peut-être essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire, parce que le tout n'est pas au niveau des parents. Est-ce que ce n'est pas en tant que nous, parents, qui avons été scolarisés, devons encourager les filles à les donner le goût d'aller à l'école? Si les parents n'encouragent pas, c'est sûr que la fille va se décourager. En tant qu'enfant, c'est vrai, on se décourage très facilement. Et si on n'en a pas des parents derrière qui nous encouragent à aller de l'avant, c'est vrai qu'on va baisser les bras, on va dire qu'on ne veut pas. Mais le point que vous avez soulevé est très pertinent, notamment le fait que les filles elles-mêmes, à un certain moment, ne veulent pas continuer. Moi, je trouve que ça, c'est dû même au poids même de la société. Ça veut dire quand on est fille, on entend à la maison d'abord qu'on n'est qu'une fille, on est surtout bonne pour le ménage, la cuisine, le foyer. Et dehors, on entend la même chose. Et finalement, je crois que ça fait que les filles elles-mêmes, elles ne sont pas ambitieuses, à force d'entendre dire ça. Si bien que les parents ont vraiment besoin d'encourager. Quand tu as un enfant qui a eu son BPC, tu dis, ah, tu as eu ton BPC, ça c'est très bien. Maintenant, il faut continuer pour avoir le bac parce que là, ça sera encore meilleur. Et quand il a le bac, tu dis, bon, ça c'est encore bien. Tu l'encourages toujours à aller de l'avant. Parce qu'effectivement, ce n'est pas facile. Hein. C'est une mentalité qui est répandue un peu partout. Bon, la non-scolarisation des filles entraîne beaucoup de conséquences, particulièrement dans le milieu rural. Le constat a été fait, à savoir que la majorité des filles non scolarisées sont confrontées à des problèmes sociaux, tels que des grossesses non désirées, dues à l'ignorance. Parce que même dans le monde comme ça, celles qui ont été à l'école savent comment se comporter pour ne pas tomber enceinte. Par contre, les filles non scolarisées sont ignorantes, donc elles tombent enceintes. Elles ont des grossesses non désirées et se retrouvent avec des grossesses de pères inconnus, des enfants de pères inconnus, et cela joue sur leur vie. Donc elles sont obligées de se recroqueviller sur elles-mêmes. Les conséquences, c'est qu'elles se sentent complexées parce qu'elles deviennent la risée de la société. Et ces filles qui sont laissées à elles-mêmes, qu'on appelle des filles mères, qui sont marginalisées, qui sont devenues la risée de la société,
se retrouvent dans une situation de délinquance. Elles sont laissées à elles-mêmes, elles sont sans domicile fixe, elles sont abandonnées, d'autres sont mises au banc par les familles à cause de leurs coutumes. Donc elles se retrouvent exposées à des risques. Donc ils peuvent, sans se préserver, elles se livrent à la prostitution, qui peut amener d'autres maladies, telles que les maladies sexuellement intransmissibles, qui conduisent, telles que vous connaissez de nos jours, il y a une maladie qui sévit quand même. Donc les sida, elles sont exposées à toutes ces maladies graves à cause de leur ignorance. Je m'occupe des filles, des filles mères marginalisées, parce que dans notre société actuelle, toute personne qui pique une grossesse hors mariage est considérée comme une fille qui n'est pas sérieuse. Elle est abandonnée par la société, elle est sous-estimée. Donc, elle aussi, elle se sent moins que les autres filles. Elle se laisse aller et puis, bon, ça devient des cas sociaux. Quelle est l'importance même de la scolarisation dans la vie quotidienne? Moi, je peux dire aussi que mes parents, je ne viens pas d'une famille très riche. Mes parents n'avaient pas les moyens aussi, puisqu'on est plusieurs enfants à la maison. Mais quand même, mes parents ont tout fait pour nous mettre à l'école. Tous les enfants de mon père ont été à l'école. Et je vois que ça m'a beaucoup aidé, quoi. Là, je suis mariée, j'ai des enfants. Et je sais comment suivre mes enfants dans les devoirs scolaires. Je sais si je pars acheter des médicaments à la pharmacie, je sais lire le notice. En fait, j'ai appris beaucoup de choses, quoi. Et j'ai dit merci à mes parents, quoi. Pour moi, personnellement, je suis très contente d'être allée à l'école parce que, bon, je prends le cas, aujourd'hui, je suis une mère d'enfant et parfois mon enfant a des problèmes à l'école et pas forcément mon mari a le temps tous les jours, mais j'arrive quand même à aller voir la directrice, soit la maîtresse, causer avec la maîtresse, savoir pourquoi l'enfant a tel ou tel problème et trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment bien pour moi parce que je fais tout ça parce que j'ai été à l'école. Pour une femme qui n'a pas été à l'école, elle ne peut pas avoir une ouverture d'esprit pour pouvoir faire toutes ces choses. C'est vrai qu'en tout cas, l'école nous ouvre vraiment l'esprit. On s'imagine quand quelqu'un n'est pas allé à l'école, certains problèmes, même certaines questions pour comprendre, c'est déjà tout un problème. Donc moi, j'étais convoitée très jeune. Et mon grand frère était en Côte d'Ivoire. Il avait un ami qui m'a connue toute petite. Et il attendait que j'échoue à mon certificat pour venir me marier. Et c'est ma maman qui a vendu la mèche. Je me dit, écoute, si cette année tu ne gagnes pas l'entrée en 6e, l'ami de ton petit frère et de ton grand frère veut venir te demander ta main. Je me dis, mais si c'est ça, il faut que j'aille au collège pour échapper à ce mariage forcé. Ça m'a motivé, j'ai mis le paquet. Et quand il est entré en 6e, je suis partie à l'internat. Le monsieur, il a échoué comme ça. Son projet a été à l'eau. J'ai échappé belle au mariage forcé à cause de la scolarisation. La solution doit commencer au niveau de chaque famille. Parce que quand on parle de l'État, c'est un peu trop vaste. On parle de la société, ça veut dire que tout le monde est responsable et personne n'est responsable en même temps. Mais si dans chaque famille, chacun en tout cas met l'accent, c'est ce qui fait que le problème va se résoudre au niveau de la société. Un changement de mentalité qu'il faut. Changement de mentalité. Je vais aussi prendre un exemple. Il y a une famille que je connais bien, un couple. Ils n'ont pas été à l'école, mais ils sont commerçants, ils ont de l'argent. Mais ils ont cherché un répétiteur pour leur fille. Tous les après-midi, le monsieur vient et s'occupe de leur enfant. Donc je trouve que c'est une solution aussi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école qu'on ne peut pas suivre l'enfant. On peut trouver quelqu'un d'autre qui peut le faire à notre place. On peut aussi suivre l'enfant de cette façon-là. Et puis comme le disait Christelle, l'éducation, la scolarisation de nos enfants n'est pas seulement basée sur l'État. C'est tellement vague. Si tu comptes sur l'État, ton enfant ne va pas bouger, quoi. Il faut les deux. Pour moi, il faut les deux, quoi. Il faut l'État, il faut la famille. Il faut que l'enfant ait l'encouragement à la maison et à l'école aussi. La fille comme le garçon, on est tous importants aux yeux de Dieu. On a la même valeur. Et puis, la Bible dit qu'il n'y a ni homme ni femme. On est tous égaux devant Dieu. Donc, pour les parents qui font la différence en mettant le garçon, non la fille, je crois que c'est une erreur de leur part de ne pas mettre la fille à l'école. Parce que la fille a les mêmes droits et la même valeur que le garçon. Vous avez tout à fait raison, Madame Cuny. Et je vous propose de suivre un reportage qui a été fait sur les femmes mécaniciennes.
Ce reportage nous permet de voir qu'il y a des femmes aujourd'hui qui se lancent dans des métiers autrefois réservés aux hommes. Je m'appelle Tafseba Fleur. Je suis dans la mécanique. 5 ans de cela, j'ai commencé par les 2 roues. Après, maintenant, j'ai enchaîné par les 4 roues maintenant. Ils disent que la mécanique, ce n'est pas un travail de femme, c'est un sale travail. Pourquoi une femme ne peut pas être sale? Il y a des travaux plus sales que ça, mais... Le problème, c'est la force physique. C'est la femme et l'homme, deux fois, c'est pas la même chose. L'homme est plus fort que la femme. C'est ça. Sinon, il n'y a rien. On travaille comme des hommes. Ici, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. On travaille tous comme des hommes. Et si on n'arrive pas à en faire, on demande l'aide du patron. C'est une potentialité. Elles peuvent mieux se débrouiller dans la mécanique, dans la menuiserie, dans n'importe quel métier comme un homme, et mieux qu'un homme. Parce on se dit que la femme n'est pas aussi forte. Mais non, maintenant, la technique n'est plus... on n'a plus besoin d'être musclé pour pouvoir faire la mécanique ou la menuiserie ou quelque chose comme ça. Il faut être intelligent et avoir un esprit bien ordonné. Et c'est la femme qui peut peut-être faire ce truc. Les clients, quand ils viennent, ils nous encouragent. Il y a d'autres qui sont étonnés, il y a d'autres qui disent « Ah, une femme dans la mécanique, c'est bien. Il faut grouiller. Et peut-être qu'un jour aussi, tu peux ouvrir ton garage. » Bon, ils disent que le travail, ce n'est pas un travail de femme. Que si je vendais des beignets, même, c'était mieux que de faire la mécanique. Mais moi aussi, j'ai opté faire la mécanique. Je me dis que comme je gagne mon pain là-bas, il n'y a pas de saut métier, quoi. Moi, je n'ai pas de problème avec mon copain. Au contraire, il m'encourage vraiment. Que souvent, même, il me taquine en disant que je peux être une femme célèbre, la plus grande mécanicienne du monde. Concernant le travail de madame, en tout cas, je la soutiens. Bon, c'est une activité comme les autres. Facile pour une femme, surtout pour une femme, c'est très difficile. Le soir à la descente, on est fatigué, on ne peut plus rien faire. J'ai eu l'envie d'aller faire la mécanique, je me suis inscrite à l'école, j'ai fait, donc je ne vois pas pourquoi je vais me plaindre encore. Moi, je pense que dorénavant, ses parents doivent comprendre qu'une fille aussi doit être comme un homme. Même s'il faut le mettre le canaliser dans un métier, trouver quelque chose à faire pour elle, qu'elle soit quand même une personne complète dans la vie. Comme un homme. Elle est un homme aussi. Ne dites pas que la mécanique, c'est un métier de salle. Je trouve qu'il n'y a pas un métier. S'il n'y a pas l'argent sale, il n'y a pas un métier sale aussi. Je les invite vraiment à faire comme nous, à être comme nous. Elles disent que ah non, je ne fais pas la mécanique. Alors que nous aussi, on fait la mécanique. Mais le soir, nous sommes aussi des demoiselles comme eux. Je suis fière d'être mécanicienne. Ça me plaît d'être mécanicienne. Donc je le fais. Après la mécanique, à la descente, bon, je me douche. Je m'habille, je mets mes vernis, je me maquille vraiment,
je me parfume correctement. Si je vais au ciné, je pars. Surtout, j'aime naviguer avec l'Internet. Je pars, je m'assois et puis je navigue. Je parle ça avec d'autres correspondants. C'est tout. Je suis contente. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage qu'on vient de visionner? Bon, l'expérience a montré qu'il faut quand même un minimum d'instructions pour pouvoir accéder à ces genres de formations. Donc cet exemple montre encore une fois de plus que la scolarisation des filles est une nécessité. En tout cas, c'est une initiative très noble que nous encourageons. Et cela montre en tout cas une fois de plus qu'il n'y a pas de sous-métiers et qu'il n'y a pas de métier destiné aux hommes uniquement. Que les femmes sont aussi à la hauteur de la tâche, qu'elles peuvent suivre la même formation que les hommes. En tout cas, c'est des initiatives à encourager. Madame Kuni, vous voulez dire quelque chose? Je suis d'avis avec Madame Ouedraogo. Il n'y a pas de sous-métier. Et puis, il n'y a pas de métier pour l'homme et puis pour la femme. On le voit bien dans le reportage. Chaque personne est apte à faire quelque chose. Cela ne vient pas des muscles, mais ça vient de la tête. C'est l'intelligence qui joue. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose que les filles soient scolarisées et qu'ils aient un métier. Personnellement, je pense aussi que c'est un travail noble et quand on les écoute parler, on se rend compte qu'elles-mêmes, elles sont contentes de faire ce travail. On sent qu'elles sont épanouies. Ce que je constate de façon générale, c'est que la société impose des métiers pour les femmes et pour les hommes. Et la femme, quand bien même elle veut le faire, elle ne peut pas le faire parce qu'il y a les regards indiscrets, il y a tout un ensemble de facteurs qui vont la décourager. Après avoir longuement discuté des avantages de la scolarisation des filles, peut-être qu'il y a des femmes, des filles, des mamans qui nous ont suivis et qui peut-être n'ont pas été scolarisées et maintenant se sentent un peu diminuées ou se demandent finalement, moi je n'ai pas été à l'école, à quoi vraiment je sers et tout ça. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces femmes-là? C'est vrai que c'est pas parce qu'on n'a pas été à l'école qu'on n'a pas une valeur devant Dieu ou dans la société, quoi. Là où on se trouve, on est important, on peut faire quelque chose, qu'on a été à l'école ou pas, on peut toujours faire quelque chose si on veut, on peut réussir. C'est vrai qu'il y a des exemples, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école et qui sont bien, qui ont réussi, qui savent bien entretenir les maisons, qui savent gérer le foyer. Donc, personne ne peut rater quelque chose, quoi. Qu'on a été à l'école ou pas, on ne rate jamais le but de notre vie, du fait qu'on n'a pas été à l'école. Et on a une valeur devant Dieu. Et je pense aussi qu'en créant l'homme, Dieu a mis en chacun des talents. Avec l'aide de Dieu aussi, on peut essayer de voir ces talents-là et pouvoir vraiment les mettre en valeur. Et pour ceux qui ont toujours la possibilité de se former, on n'exclut pas cette possibilité. Si on est toujours assez fort, si on est toujours... En tout cas, on veut se former. Il y a toujours on voit qu'on peut passer par des cours du soir, on peut se former, même avec l'aide des personnes, des parents qui peut-être savent lire, ils peuvent toujours vous aider. Je crois que ça aussi, c'est un bon moyen pour toujours essayer de pallier à ce qui a manqué dès le départ. Mais nous pouvons et nous insistons pour dire que dans tous les cas, on a toujours une valeur devant Dieu. Je crois qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour apprendre. Il y a les cours du soir, il y a des centres d'alphabétisation. En tout cas, il y a beaucoup de structures qui sont mises sur pied pour toujours permettre aux personnes adultes de se scolariser. C'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Tant qu'il y a le souffle, tant qu'il y a la vie, je pense qu'on peut se rattraper dans plusieurs domaines. J'ai d'ailleurs un exemple me concernant. Dans ma famille, on avait fait venir une fille du village. C'était pour garder les enfants. Et parce que tout le monde va à l'école, tous les enfants vont à l'école, la maman va au travail, le papa au travail. Donc, une année après, on a vu, bon, c'est pas bien de la laisser là. Et puis, elle sera là rien que pour les enfants. Le papa a pensé la mettre au cours du soir. Donc, elle a commencé jusqu'à avoir son CPE. Et après, elle a commencé, elle a fait la couture, la broderie, tout ça. Aujourd'hui, c'est une fille vraiment correcte, une fille qui s'en sort, qui peut se décider toute seule, qui peut se débrouiller, pardon, toute seule. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas pu aller à l'école très jeune. On peut quand même se rattraper et puis trouver un métier à faire
C'est vrai que la scolarisation des filles est très importante et tous nos débats ont contribué à montrer cela. Et nous voulons donc encourager les parents qui hésitent encore à vraiment mettre les moyens qu'il faut dans l'éducation de leurs filles et même de leurs garçons. Nous ne faisons pas de discrimination. Mais ceux qui hésitent pour les filles, qu'ils puissent vraiment savoir que c'est très important. Et pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'être scolarisées, tant qu'ils ont la possibilité, qu'ils puissent le faire. Et je vous remercie, mesdames, messieurs, pour avoir accepté de venir à notre invitation. Et nous allons donc terminer ainsi notre émission. Et amis téléspectateurs, je vous invite à nous écrire si vous avez des questions, des contributions à l'adresse qui sera affichée sur l'écran.